109, merci d'être toujours branché panel là. Robinson, nous avons plaisir pour nous recevoir sur l'antenne nous. Professeur Ricardo Setenfus, ancien ambassadeur OEA dans Port-au-Prince. Professeur Setenfus, bonjour. Au plaisir de vous recevoir ce matin. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Bonjour, auditrices et auditeurs. Bonjour, professeur. Merci de votre disponibilité. On va commenter avec vous ce matin votre texte publié il y a environ 2 semaines dans le Nouvelliste, la feuille de route de l'OEA, une nouvelle planche de salut. Ce n'est pas une affirmation, c'est plutôt une interrogation de votre part. Mais vous avez commencé le texte avec une citation d'Albert Einstein. Je cite, « Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. » Professeur, là on parle de l'OEA. Devrait-on comprendre que, selon vous, l'OEA est à l'origine de nos malheurs en Haïti? Je ne dirais pas de tous les malheurs, mais ce que j'explique par la suite, c'est que ce qui s'est passé en 2010 avec les trucages des résultats des votations présidentielles et également les efforts d'envoyer le président Préval en exil et faire un putsch, l'OEA n'est pas étrangère à cela, n'est-ce pas? Non seulement elle a observé, mais également elle a changé les résultats avec une mission OEA CARICOM, mais également dans la fameuse réunion du 28 novembre 2010, lorsqu'on a proposé que le président Préval soit exilé, l'OEA n'a pas tranché. C'est moi qui étais là par hasard, puis j'ai dit, mais bon, c'est. Donc, cette citation, je crois, d'Einstein, elle est très, très appropriée. Je crois que les malheurs d'Haïti sont si énormes, soit des responsables intérieurs, soit des responsables internationaux, qu'on ne peut pas trouver en seul, n'est-ce pas? Maintenant, si vous permettez, on parle, et d'ailleurs, il y aura une réunion aujourd'hui à l'OEA, à Washington, sur cette fameuse feuille de route. N'est-ce pas? J'aimerais dire 2 ou 3 choses qui vont au-delà des circonstances, des personnes, des personnalités. L'OEA n'a pas été créée pour cela. L'OEA est une organisation régionale, je dis bien régionale, des natures politiques et diplomatiques. Point. Et c'est lui qui vous parle. C'est pas n'importe qui. Bien avant de venir en Haïti, j'étais déjà spécialiste dans les organisations internationales. Si l'auditeur, l'auditrice est intéressé, il suffit de consulter. J'ai un livre qui est à la 8e édition qui s'appelle l'Organisation internationale. Il est disponible en français, en espagnol, en portugais. C'est facile de trouver. Donc, c'est pas un amateur qui parle. Je vous dis, l'OEA a été créée pour être un espace de négociation diplomatique. Point. Elle ne peut pas se mêler de choses pour lesquelles elle n'a pas d'expertise, qu'elle n'a pas été créée. Je ne jette pas la pierre à l'OEA. Je jette la pierre à ceux qui veulent faire de l'OEA ce qu'elle n'est pas. N'est-ce pas? Par exemple, la sécurité publique. La sécurité publique. Est-ce possible? L'OEA n'a aucune expertise, aucune expérience. Développement économique, développement rural, aucune expertise. Donc, qu'est-ce que vient faire un pactole de 1,3 milliard de dollars dans ce projet de feuille de route? C'est ce que je me demande. Professeur Setenfus, en même temps que vous êtes en train de dire que l'OEA, à l'origine, c'était un espace de négociation diplomatique, mais son essence, même s'est porté également sur la promotion de la démocratie. Est-ce que, avec cet objectif-là, avec ce prétexte, l'OEA ne peut pas avoir des arguments pour soumettre un plan pour aider Haïti à sortir de la crise, si on met ça dans la perspective du rétablissement ou de la restauration de la démocratie en Haïti? Oui, c'est possible, tout est possible. Le papier accepte tout, les micros également. Ce que j'essaye de me forcer de le dire, c'est que l'OEA n'a pas l'expertise. Quand on va chercher, par exemple, l'appui la PNH a reçu depuis 1998 des forces policières canadiennes.
avec quel résultat? Ce sont des spécialistes qui se cassent les dents en Haïti. Comment vous allez faire appel à des généralistes? Refaire la démocratie, c'est une jolie expression. Fortifier ou renforcer la démocratie en Haïti, mais en même temps, participer d'un putsch contre un président dûment élu, démocratiquement élu, ce n'est pas renforcer la démocratie. Ne pas reconnaître les résultats du CEP, ce n'est pas renforcer la démocratie, n'est-ce pas? Puisque c'est affaiblir les institutions et affaiblir une présidence. Donc, j'appelle à la bonne conscience des citoyens et des citoyennes haïtiennes pour être très attentifs à tous ces projets faramineux et mirabolants qui arrivent pour sauver Haïti. Souvent, Haïti doit être sauvé de ses sauveurs. En plus de tout ça, et professeur Seyid Tenfous, vous laissez comprendre que Albert Aldine, qui est le nouveau secrétaire général de l'OEA, est impliqué directement dans, je dirais entre guillemets, un complot visant à écarter de la course en 2010 le poulet de Renaud Préval. Je parle de Jules Sénessé, de la course électorale en 2010. Donc, il connaît bien le dossier haïtien. Il connaît par le bout de mauvais côté du dossier haïtien, n'est-ce pas? Il se dit haïtianologue, donc c'est un spécialiste d'Haïti. Il faut faire attention. Lorsqu'on demande à l'électeur, par exemple, d'aller voter, il ne connaît pas les candidats. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il regarde le curriculum, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ces candidats ont fait par le passé? C'est la même chose pour l'actuel secrétaire général. Je le connais bien. Il était en charge du dossier d'Haïti en 2010. Donc, de là, va pas sortir de bonnes choses. Ça, je peux vous assurer. Et on a comme l'impression que cette feuille de route de l'OEA a été le résultat d'une demande des États-Unis. Avez-vous aussi ce sentiment? Écoutez, les États-Unis essayent de se débarrasser de l'affaire haïtienne, n'est-ce pas? Et en tout cas, faire en sorte qu'elle coûte le moins possible. Pas un homme, donc ils ne vont pas envoyer des soldats, peut-être des mercenaires, et surtout en argent, n'est-ce pas? Le problème que Biden a laissé à Trump, c'est que l'addition qui est présentée tous les mois par les Nations Unies, c'est à 90%, c'est les États-Unis qui payent. Et on sait très bien que l'homme d'affaires Trump n'aime pas beaucoup mettre la main à la poche, n'est-ce pas? Donc, il faut trouver des solutions. C'est possible, puisque les États-Unis payent 60% du budget de l'OEA, n'est-ce pas? C'est normal qu'ils se préoccupent par ces pactoles de millions de dollars, centaines de millions de dollars qu'ils ont mis dans cette mission kenyenne. Mais voyez, Haïti a toujours été l'objet de beaucoup de convoitises, n'est-ce pas? Et je crois que là, c'est encore une fois le cas. Il faut faire très attention de ne pas chercher midi à 14 heures et donner du pouvoir et de l'argent à des gens qui sont incapables de résoudre les problèmes, n'est-ce pas? En tout cas, les problèmes haïtiens. Est-ce qu'il s'agit là, professeur Seyid Tenfous, d'une feuille de route de l'organisation hémisphérique, l'organisation américaine hémisphérique, ou une feuille de route d'Albert Aldine? Ça, c'est le cas de le dire. Je crois que c'est du personnage, n'est-ce pas? Parce que il a dit qu'il allait faire revivre le groupe de pays d'amis d'Haïti, qui a existé pendant les années 2004, 2012, 2013, 2015, jusqu'en 2015, si je m'abuse. Mais ça n'a pas marché, n'est-ce pas? C'est pas le rôle de l'OEA. Le rôle de l'OEA, c'est un espace de dialogue, de négociation. Point. C'est pas le rôle, c'est pas une organisation de développement économique. Elle connaît rien de cela. Elle connaît rien de questions agricoles. Elle connaît rien de sécurité. Donc, elle peut aider. Là, elle est capable, peut aider au CEP pour l'organisation des élections. Elle peut aider l'ONU pour l'identification de ce qu'elle a fait. C'est tout. C'est là que se résume
il est très important, le rôle de l'OEA. L'OEA doit se consacrer à cela. Il n'est pas chercher à plaire le nouveau secrétaire général qui connaît Haïti avec, je dirais, les pires résultats qu'on puisse imaginer. Puisqu'on ne peut pas imaginer une organisation régionale qui va un coup d'État contre un président élu. Mais vous l'avez dit, l'OEA a toujours été impliquée dans la politique interne d'Haïti. Pourquoi arrêter aujourd'hui? Il faut leur demander, n'est-ce pas? Mais ce qu'ils veulent, c'est pas seulement la politique. Ce qu'ils veulent, c'est l'économie. Ce qu'ils veulent, c'est les questions militaires, les questions sécuritaires, les questions policières. Et ça, l'OEA n'a aucune expertise, puisqu'elle n'a pas été créée pour cela. Aucune expertise. Elle va sous-traiter cela. Donc, j'ai l'impression, ce qu'elle veut, c'est le pactole d'1,3 milliard $. Ce qui représente, il faut que les auditeurs et auditrices se rendent compte, 14 années de budget de fonctionnement de l'OEA. Le budget annuel de l'OEA, c'est 93 millions. 93 millions. Si elle reçoit 1,3 milliard $, elle aura de l'argent pour 14 années de fonctionnement pour son budget. Donc, il faut échapper à cela. Il faut d'abord se rendre compte que ces diplomates très sympathiques, très généralistes, très enclins à aider Haïti ne sont pas capables de le faire puisqu'ils n'ont pas été formés pour. Il faut avoir des gens pointus en Haïti. Tous les généralistes, il faut qu'ils fassent des généralités, point. Il ne faut pas qu'ils fassent des plans parce qu'on a vu que même les professionnels de la santé, les professionnels du choléra, les professionnels de la sécurité n'arrivent pas à avoir de bons résultats en Haïti. Imaginez alors les généralistes. Oui, mais en même temps, professeur, c'est une fausse. Le budget pour la feuille de route sur Haïti, ce ne sera pas le budget de fonctionnement de l'OEA. Ce sera un budget pour la feuille de route qui sera exécuté en Haïti. Lorsque vous dites que ça résolvera plusieurs problèmes et ça va résoudre plusieurs problèmes pour la trésorerie de l'OEA pendant plusieurs décennies. Ce ne sera pas l'argent de l'OEA, professeur. Certainement pas. Est-ce qu'on va pas s'en mêler les pinceaux? C'est que je vais dire qu'une organisation qui, pour fonctionner pendant une année, a besoin de 93 millions de dollars, ne peut avoir une compétence pour gérer 1,3 milliard. C'est ça que je vais dire. Je vais dire que l'OEA n'a pas la capacité, je parle pas des gens, je parle du fonctionnement de l'organisation pour gérer cela. C'est tout simple. Il aura de la sous-traitance. Il y a beaucoup comme vous dites, c'est Haïti qui va gérer cela. Non, toute la critique a été faite avec la reconstruction après le tremblement de terre, avec le choléra, avec tout ce qui s'est passé en Haïti. On sait qu'Haïti a miroité des milliards de dollars, mais qu'il y a très peu qui sont arrivés en Haïti. Donc Haïti a été l'excuse pour que des gens s'enrichissent en Haïti et à l'étranger. Il faut pas se leurrer, n'est-ce pas? Haïti fait partie d'un rouage de l'aide internationale. Et j'ai l'impression que ce projet de l'OEA va contribuer à cela. Et cela n'a pas donné de bons résultats pour le peuple haïtien. Au-delà, comme vous le dites, au-delà de la capacité ou de l'incapacité de l'OEA à intervenir dans le volet développement économique en Haïti, le plan, ce n'est pas véritablement un plan de développement. On l'a vu avec les chiffres. Plus de 60% du montant est alloué à l'aide humanitaire. On ne développe pas un pays avec l'aide humanitaire, monsieur, ça vous le savez. Oui, sans doute. Non seulement cela, l'aide humanitaire représente 10 fois plus que l'investissement qu'on doit faire pour la sécurité. On devrait inverser les rôles, n'est-ce pas?
Et professeur, ça c'était dans le document qui a été soumis préalablement. Entre-temps, ça a été corrigé. Et selon un nouveau document qui est paru cette semaine, il est prévu 1,336 milliards de dollars pour la stabilisation de la sécurité et le rétablissement de la paix. Et pour la réponse humanitaire, il est prévu une allocation de 908 millions de dollars. Et on peut consulter ça dans le chapitre 6, cadre opérationnel. En tout, la mise en œuvre des 5 piliers qui sont mentionnés dans le document nécessite un budget total selon la feuille de route d'environ 2,6 milliards de dollars au lieu de 1,3 milliard de dollars. Et les objectifs ont été revus à la hausse avec 2,6 milliards de dollars. On a pratiquement doublé ça. Oui. On a pratiquement doublé le budget. Mais voilà, une semaine, on jongle avec les chiffres de ça. On double le budget. C'est pas, effectivement, c'est pas sérieux, n'est-ce pas? Accordons-nous au moins cela. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il y a eu des réclamations en Haïti, des officiels, mais également des collègues, des journalistes, des spécialistes, pour la répartition de ces budgets, simplement. Alors, on trouve encore 1,3 milliard. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, et voilà, ça renforce l'idée qu'on a que cela, c'est une espèce de brouillard qu'on fait poser sur Haïti et faire miroiter encore, comme on a fait en 2010, 2011, des milliards de dollars, pour ne pas résoudre le problème, parce que cela, on voit la preuve que j'ai raison, c'est la légèreté que cela a été changé, que le budget a été doublé. C'est la preuve. S'il faut une preuve, à part toute l'histoire, il y a ça. Une semaine, on a doublé le budget. C'est pas ça. Ils joue avec le désespoir des gens. Et ça, je n'aime pas beaucoup. Dans le contexte actuel, professeur Seyden Fous, le contexte actuel d'Haïti, selon vous, quel devrait être l'apport de l'OEA dans la résolution de la crise, tout simplement? L'apport qui a toujours été, qui est un apport fondamental, qui est l'apport qui est dans la charte de l'OEA, dans tout le dispositif de l'OEA, de renforcer la démocratie. Qu'est-ce que c'est renforcer la démocratie? Organiser des bonnes élections. Comment on organise des bonnes élections? En ayant CEP indépendant, capable, du point de vue financier indépendant, et adoptant un certain nombre de pratiques qu'on adopte partout. Par exemple, le vote électronique. L'OEA n'a jamais voulu parcourir ce chemin. Moi-même, en 2009, j'ai essayé de sensibiliser Haïtiens et étrangers au sujet du vote électronique. Parce qu'en fait, mes amis, quelle est la méfiance de l'électeur, de l'électrice haïtienne? C'est pas qu'est-ce qui va se passer avec ton vote. Pourquoi je vais voter si je vais trouver mon vote dans la poubelle, si je vais trouver dans une rivière, si je vais trouver dans une décharge publique. Donc le vote électronique éliminerait cela. Alors je vous pose la question, est-ce que quelqu'un à l'intérieur du pays, au CEP, dans les partis politiques, à l'étranger, parle du vote électronique? Personne ne le fait. Pourquoi? Parce que tous ont des arrière-pensées de faire en sorte que la volonté de l'électeur, de l'électrice haïtienne ne soit pas considérée. Quand on fait un putsch, parce que c'est un putsch contre Préval, et qu'on change les résultats, on impose un nouveau résultat au CEP en 2011. Oui, et qu'est-ce que c'est ça? C'est un putsch électoral. On change la volonté de l'électeur. Donc, l'OEA doit se cantonner à ça. Vous étiez en train d'expliquer et vous étiez en train de plaider pour l'utilisation du vote électronique parce que selon vous, quand on change les résultats, quand les bulletins de vote et de la population, des citoyens se retrouvent au bord de la rivière ou sur des piles de détritus,
comme c'est généralement le cas en Haïti, ce n'est pas, on ne parle pas d'élection, mais on parle de putsch électoral. Vous pouvez poursuivre avec votre argumentaire, professeur. Non, quelqu'un va me dire qu'il y a des problèmes d'électricité en Haïti, comme tout le monde le sait. Il y a des problèmes également d'énergie, d'accès à l'énergie électrique au fin fond de l'Amazonie. Et les gens vont là voter. Pourquoi? Parce que toutes ces urnes électroniques ont une batterie qui l'accompagne. Donc, elles sont autonomes. On peut l'emmener partout. C'est ça. Et une fois voté, c'est fini. C'est la volonté du peuple qui va être traitée. On voit qu'il y a des putschistes, Bolsonaro, Trump, qui n'aiment pas le vote électronique. Seulement qu'on leur bénéficie. C'est ça. Donc, c'est la raison encore pour dire qu'il est tout à fait fiable, tout à fait à l'auteur de la modernité, de la volonté de l'électeur. Et Haïti serait un cas qui se bénéficierait la démocratie haïtienne avec le vote électronique. Voilà une des fonctions de l'OEA. L'autre, c'est renforcer le CEP techniquement et au-delà, faire uniquement, troisième point, l'observation électorale et non le compte de voix. C'est pas l'étranger qui va décompter les voix en Haïti. Il fait que l'observation, ouais, ne va pas changer les résultats. Et une quatrième activité, c'est renforcer les structures, les compétences de l'ONU, l'Office national d'identification, parce que c'est un rôle essentiel que l'État haïtien ne remplit pas assez bien, de donner une carte d'identité, un acte de naissance à tous ses citoyennes et citoyens. Voilà, c'est ça l'éventail des activités que l'OEA devrait faire en Haïti. Tout cela va dans le sens du renforcement de la démocratie et de son expérience comme organisation régionale. Le reste, où il y a un grand point d'interrogation, pourquoi elle le fait? Il y a beaucoup d'interprétations, j'ai donné quelques-unes, vous certainement et l'opinion publique à d'autres, mais voilà, ça devrait se cantonner à ces quatre fonctions. Parallèlement à la feuille de route d'Albert et Ramdi, professeur, il y a aussi des discussions à l'ONU pour l'envoi de casques bleus en Haïti. Selon vous, est-ce que c'est l'OEA ou l'ONU qui devrait prendre le leadership de la résolution de la crise dans le pays? Quelle crise, n'est-ce pas? Il y a plusieurs crises. La crise sécuritaire, il faut que ce soit des policiers, des militaires, surtout des policiers. D'où ils viennent, je ne sais rien. Mais l'OEA n'a pas l'expertise pour cela. Les Nations Unies, on voit très bien avec la MINUSTAH, avec les millions de milliards qui ont été dépensés, finalement, ça a donné à quoi? Ça a donné à l'assassinat du président Jovenel Moïse et cette descente aux enfers de la gangstérisation d'une grande partie du pays, surtout de sa capitale. Donc voilà, je ne vais pas donner en blanc-seing ni à l'OEA qui n'a aucune compétence dans cela, mais à l'ONU j'ai également mes réserves, n'est-ce pas? Je crois qu'il faudrait des policiers latino-américains qui ont une expérience avec les gangs, avec le trafic de drogue et tout cela. Et là, je trouve que il y a certains pays qui devraient participer, comme le Mexique, comme le Brésil, comme même El Salvador, il y a l'Amérique centrale, mais ils prennent avec des pincettes la question haïtienne. On voit que le Mexique forme certains militaires au Mexique, que le Brésil forme des policiers au Brésil. Une trentaine sont à présent formés, paraît qu'ils vont être 400. Mais voyez, on ne veut pas se déplacer en Haïti. On craint que cela ne soit pas un échec comme a été l'échec finalement à partir de 2010-2011 avec le ministère. Vous voyez, c'est très difficile à trouver une organisation fiable, une organisation crédible. Et c'est pour cela qu'on voit apparaître les nouvelles et les activités des mercenaires en Haïti. Et même le gouvernement, clairement, laisse entendre qu'ils vont faire appel, ce sont déjà fait, appel à des mercenaires qui n'ont ni Dieu ni loi. Donc là, il faut faire très attention également.
n'est-ce pas, de ne pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Professeur, tu as une question, Sénat? Ok. Professeur, avant de conclure cette interview, j'aimerais revenir sur ce passage dans votre texte. Vous dites que l'impact de cette fausse planche de salut de l'OEA, là vous parlez de la feuille de route d'Albert Ratin, a éclipsé l'arrivée du nouveau chef du milieu en Haïti, le Mexicain et Massieu. Et vous ajoutez qu'à l'exception de Luigi Einaudi et Déby Anabi, vous dites que nous avons assisté à une pléthore d'échecs de ces envoyés spéciaux en Haïti et vous soulignez qu'Haïti est devenu non seulement le cimetière des projets, mais également celui des carrières diplomatiques. Et on sait comment est-ce que vous avez été remercié de votre passage à l'OEA comme ambassadeur. Est-ce que votre carrière diplomatique a été aussi enterrée en Haïti? Non, moi, j'ai jamais été un diplomate, j'ai toujours été un professeur. Donc, ma carrière de chercheur, d'écrivain et des critiques vis-à-vis de choses qui se passent en Haïti a même connu une résonance que j'imaginais pas. Mais j'ai jamais été diplomate, j'ai été prêté à la diplomatie par l'université, n'est-ce pas? Je suis un universitaire en chercheur. Mais vous faites très bien, oui, vous mentionnez l'arrivée. Vous n'avez pas été ambassadeur et à l'OEA représenté en Haïti et comme chercheur, vous avez été ambassadeur tout simplement. Oui, non, mais parce que je connaissais le sujet, n'est-ce pas? Parce que je connaissais l'OEA. C'est pas un ignare qu'on en a, mais on m'a nommé également, on m'a invité. On m'a invité, parce que je ne suis pas diplomate de carrière, on m'a invité, j'étais professeur à l'université, parce que je m'intéressais à Haïti, que j'écrivais sur Haïti, j'ai publié des livres sur Haïti. Voilà. Et que je connaissais très bien les organisations internationales. Donc, c'est la fin avec l'envie de manger. Donc, c'est ça ce qui m'a fait que je sois invité. Mais vous faites très bien de parler du nouveau envoyé spécial des Nations Unies. Monsieur Guterres, le secrétaire général, est allé chercher l'oiseau rare, parce que ce monsieur, il a tout pour réussir. Parce qu'il a réussi, il a participé à la recherche, il a trouvé la paix en Colombie. C'est une guerre civile terrible qui durait des décennies. Il a été une des parties prenantes importantes. Donc on prend cet oiseau rare, très, très pointu, et on l'amène à Haïti. C'est le meilleur représentant des Nations Unies qu'on puisse avoir. Est-ce qu'il va réussir? J'en sais rien. J'espère que oui. Mais les Nations Unies ont choisi un excellent représentant et on verra se frotter à la réalité haïtienne. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que vous, journalistes, fassiez attention à cette arrivée et moi au rêve de l'OEA avec cette feuille de route. Oui, ça. Et est-ce que, selon vous, il existe des solutions idéales à la crise multidimensionnelle que confronte Haïti? À la crise multidimensionnelle? Non, elle n'existe pas. Et je crois qu'il faut prendre des choses par des bouts, par des choses petites. Il faut pas voir seulement le macro. Il faut avoir un service d'intelligence, ce qui le président Jovenel Moïse a voulu faire, l'opposition s'est opposée, mais un service d'intelligence de l'État haïtien, un service d'intelligence policière, n'est-ce pas? Il faut bien voir comment nos voisins, des voisins d'Haïti, traitent la question des frontières. Donc il faut faire un travail chirurgical, un travail petit qui apparaisse pas dans la grande presse, mais qui donne des résultats pratiques. Est-ce que sur cette base de l'inexistence de solutions idéales, est-ce que c'est normal, c'est logique de préjuger les solutions qui sont proposées par les partenaires, parce que c'est préalablement voué à l'échec, où il faut voir sur le tas comment ça va se dérouler, tout en priorisant les leçons apprises par le passé?
Le passé enseigne beaucoup de choses, n'est-ce pas? Le passé, et surtout les échecs, n'est-ce pas, qui doivent bien être analysés. Haïti est un cas unique. Les collègues n'aiment pas dire ça, mais c'est un cas unique. C'est l'un des pays par tête d'habitants les plus supposément aidés au monde, et personne n'arrive à ni comprendre, ni résoudre, ni aider à résoudre le problème. Je crois qu'avant toute chose, Haïti appartient aux Haïtiens et aux Haïtiennes. Tant qu'il n'y aura pas un modus vivendi entre les forces politiques, et c'est pour ça que le rôle de l'OEA est important d'organiser des bonnes élections, tant qu'il n'y aura pas un modus vivendi, un pacte de liberté garantie démocratique que je propose depuis de belles durées, personne ne m'écoute, on sortira pas de l'auberge, n'est-ce pas? Parce qu'au fait, quand vous voyez la racine des violences, c'est toujours au niveau politique. Non seulement l'assassinat du président Jovenel Moïse, les questions électorales, le moment des campagnes électorales, mais également parce qu'il y a des implications entre le monde politique et le monde des gangs. Donc, on voit très bien que là, c'est l'œuf du serpent. C'est la question politique. Tant qu'on ne résoudra pas la question politique, et Haïti, c'est le seul pays qui n'a pas fait un pacte. Les Espagnols, les Portugais, toute l'Amérique latine ont fait, les coloniels grecs, l'Est européen, pour faire la transition entre la dictature et la démocratie, on n'aura pas de solution. Donc l'OEA, elle a beaucoup à faire en Haïti, mais c'est sur ce niveau-là. Merci beaucoup, professeur. Merci. Merci pour votre disponibilité. Bonne journée. C'est ma bonne journée. Voilà.